Bonjour chers auditeurs des Pod-Calais. Aujourd'hui un podcast un peu spécial suite à la sortie en VOD d'un très grand film que vous connaissez peut-être la licence Mortal Kombat. On va vous faire une bonne rétrospective sur les nanars de films de combat issus de jeux vidéo. Tout à fait, c'est les adaptations de jeux de baston qui sont apparus dans les années 80 voire 90. Et donc on reviendra aussi sur ces films mais aussi nos souvenirs de jeunesse par rapport à ces jeux vidéo qui ont un petit peu éclairé notre enfance et tout ce qui est divertissement on va dire. Aujourd'hui ça va être un podcast spécial boomer, je vous préviens tout de suite. À l'ancienne, qu'on va dire. Vintage. Parce qu'on aime bien aussi varier entre deux critiques de films un peu plus modernes, de revenir justement dans les années 80 ou de faire de la rétro. Et on va commencer tout de suite, j'ai envie de commencer tout de suite avec un film qui est sorti en 1994. C'est le Street Fighter, donc de Steven de Souza avec Jean-Claude Van Damme. Et oui, notre belge international. Voilà, donc Street Fighter, donc une licence à la base qui a été développée par Capcom, il me semble, c'est ça ? Exactement, Street Fighter, licence Capcom, sachant que le premier jeu vidéo Street Fighter a pas vraiment marché, ça reste assez confidentiel, parce qu'on contrôlait soit Ryu, soit Ken, et puis il y avait que quelques personnages. Par contre, Street Fighter, vous connaissez à partir de Street Fighter 2, en fait. C'est un peu là qu'il y a eu l'essor, que la licence a commencé à se développer, que ce soit en animation, on va dire, parce qu'il y a un film d'animation que je parlerai quelques mots tout à l'heure. Exactement, et c'est là où il a commencé à avoir une hype sur les jeux de baston, parce qu'après il a été copié justement avec Mortal Kombat par exemple, qui ont voulu surfer sur la vague des jeux de baston, ou alors les MVS, Marvel vs Capcom, les trucs comme ça qui sont sortis plus tard. Donc Street Fighter qui a mis carrément les pieds dans le plat dans la base de la licence du jeu de baston. Avec un film qui est quand même, on va oser le mot, c'est quand même très mauvais. En fait, les premiers prémices des producteurs qui se disent il y a des fans de jeux vidéo, on va leur piquer du blé, mais on va faire un nanar, ils vont aller le voir quand même. Et ça a marché apparemment. Ça a bien marché, De toute façon, Van Damme, il était en pleine effervescence de son statut. Il venait de faire Bloodsport. Il avait Kickboxer, donc il y avait cette espèce d'aura d'artiste martial entre guillemets. Et c'est vrai que le mec se démerde pas mal on va dire physiquement. C'est d'ailleurs devenu une légende dans ces années-là. Voilà, exactement. Puis même, comme tu dis, le coup du grand écart de Jean-Claude Van Damme, c'est apparemment il aurait fait un grand écart ou un Mawashi Gary, un producteur qui a dit je fais un film avec ce type quoi. Ouais, c'est ça. Donc il a impressionné sans perdre ses styles et dans ce film, on va rappeler que c'est réalisé par Steven de Souza. Bon, c'est un très mauvais réalisateur, faut le dire. Voilà, tu vois, là t'as dit Steven, je dis t'as pas dit Spielberg derrière, je dis oh. Je pouvais dire aussi Steven Seagal par exemple, mais bon, ça c'est autre chose. Dans le milieu baston aussi, on connaît le bonhomme, Steven de Souza, qui est quand même meilleur scénariste parce qu'il a quand même scénarisé des films cultes comme Commando ou Die Hard, les deux premiers Die Hard. Donc il est meilleur à l'écriture qu'avec la caméra apparemment, parce que là c'était vraiment mauvais. Donc comme je disais, au casting on retrouve notre JCVD international quoi. Bon, moi j'ai une certaine sympathie pour Jean-Claude, moi je dois dire que ces films, j'ai grandi avec ces films, quand j'étais voir une première évocation de la jeunesse, c'est de dire que j'étais généralement au rendez-vous quand il y avait un film de Van Damme qui sortait au cinéma. Donc il y avait mon rendez-vous baston, on va dire, qui attendait plus ou moins une ou deux fois par an, parce que Van Damme était assez fertile dans les productions. Je sais pas si toi tu avais vu quelques Van Damme au cinéma ou tu les as découverts en vidéo quoi. Forcément Van Damme Bloodsport, ou alors la fameuse blague de qu'est-ce qu'il fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans une voiture, il fout le contact. Voilà, c'est ça, tu vois. Voilà, il y avait des blagues, et puis bon, Van Damme c'est aussi une personnalité qui se prend pas au sérieux, avec quand il mélange le parler anglais, le parler français, avec ses aware par exemple. Il est réputé pour justement ses interviews foireuses, c'est-à-dire qu'il parle jamais du film et il part dans des expériences on sait pas trop quoi, et puis mystique, j'allais dire Jean-Claude Van Dammesque. Tout à fait. Mais c'est ça qui reste de Jean-Claude Van Damme. On va dire que ça fait le sel du bonhomme quoi, quelque part. Même dans Expandables, il se prenait pas au sérieux. Alors là, moi je pense que mon Expandables préféré c'est le deuxième, parce que justement il y a Van Damme et il se parodie pas, et puis en plus il se bastonne avec Sly Stallone. C'était vraiment excellent quoi. Et donc à l'époque, quand on allait voir un film de Jean-Claude Van Damme, on s'attendait à de la bagarre quoi. Voilà, on allait voir un film de bagarre. Il y a quelques films comme ça qui me viennent à l'esprit, tu sais, peut-être tu les as vus aussi. Il y aurait Time Cop par exemple, ou Universal Soldier, qui était pas trop mal non plus. Chasse à l'homme de John Woo, très bon film d'action. Il y a Le Grand Tournoi qu'il avait réalisé, où là il était question de plusieurs arts martiaux dans une arène quoi. Et puis il y a aussi Double Impact, où il fait les rôles de jumeaux quoi, qui rejoint un petit peu le principe. Et Coup pour coup, il était enfermé en prison. Enfin, ce sont vraiment des films que je revois avec bonheur quoi, quasiment. Un film très patte années 80-90. Complètement. Je veux dire, on te le montre à l'aveugle, même remasterisé en Blu-ray
samouraï 4K, tu dis, ça c'est du 80-90. Quoique Universal Soldier n'a pas trop bien vieilli, je trouve. Ouais, quand même. Ouais, tu trouves? Bon, après, c'est pas la même génération. En plus, dans Universal Soldier, c'est bien si tu étais confronté avec un autre gros balèze, c'était Dolph Lundgren, tu vois, le maître, le musclore des maîtres de l'univers, quand tu vois le Drago des Rocky 4, quoi. Ouais, tu vois, j'étais plus Drago de Rocky 4 que musclore des maîtres de l'univers. Ça, c'est les références de fanboy, tu vois, truc. Mais voilà, on va pas s'étaler sur la carrière de Van Damme. On va un petit peu citer les autres acteurs, même s'ils sont un petit peu transparents dans ce film. On a notamment, je vais te citer quand même Raul Julia. Est-ce que tu l'as reconnu, Raul Julia? Dans quel film il apparaissait dans une saga que tu aimes bien en plus? Non, moi je reconnais jamais les acteurs dans les sagas. Si tu lui rajoutais une barbe et une moustache et un costume noir, si je te dis il fait partie d'une grande famille, qu'est-ce que tu me dirais? Famille Adams. La famille Adams. Ah bah c'était lui qui jouait Gomez Adams dans les 2 films. Je l'ai clairement pas reconnu. De toute façon, là apparemment l'acteur était vraiment très. Il était malade, il était apparemment sous le traitement d'un cancer. Il a fini ce film, ça a été son dernier film. Je vais dire que c'est pas très glorifiant pour l'acteur, vu que on l'a quand même vu jouer aux côtés d'Harrison Ford ou de Clint Eastwood. Quand même, c'est quand même un autre standing, hein, quand même, on va dire. Puis bon, il a fait faire ce rôle, donc Raul Julia, un grand acteur au demeurant, malgré son rôle de bison qui est assez foireux, quoi. Mais bon. Le rôle de Bison il est foireux, mais je veux dire tout le film est foireux. C'est compliqué de dire que son rôle est foireux. Disons que le mec est à l'avenant du film, quoi. Et à partir du moment où la direction artistique c'est de la merde, tu fais comme tu veux pour en sortir. Hein. T'essayes un peu de sauver les meubles, on va dire. Putain, et j'ai dit direction artistique pour Street Fighter quand même. Hein. Quel grand mot intellectuel pour ce genre de film, j'ai envie de dire. Manquait plus que je dise scénario. On va parler du scénario après, justement. Après, je fais un petit peu le tour du casting. Il y a Wes Studi. Bon, c'est un acteur qu'on voit pas trop. Tu sais, c'est le vilain, là, je sais plus son nom, mais il y a une tête d'Indien un peu, tu sais. Celui qui fait un petit peu complice avec Bison, quoi. Wes Studi qu'on a vu dans Hit, dans le dernier des Mohicans, enfin des films où justement il faisait des rôles d'Indien. Il est vraiment très bon, cet acteur. Ah oui, celui qui joue Sagat, autant pour moi. C'est ça, Sagat. Autant pour moi. Tout à fait. Oui, ça y est, je vois qui c'est. Je retiens pas les personnages, donc il va falloir m'excuser parce qu'il y a tellement de trucs à retenir. Alors, c'est bien parce que Fabien retient pas les personnages et moi je retiens pas les acteurs. Là, chers auditeurs, vous êtes mal barrés. Donc on est à deux pour... l'union fait la force pour redresser un petit peu les dires des uns et des autres, on va dire. Donc après Wes Studi, on a moi j'aime bien, c'est Ming-Na Wen qui joue Chun-Li. Tu l'as reconnu, Ming-Na Wen? Toujours pas, moi je reconnais pas les acteurs, hein, c'est pas pourtant, elle jouait dans le Mandalorian, elle fait Fennec Shand. Ah bah non, mais moi ça va, c'est parce que écoute, parce que t'es fanboy Star Wars. Elle a pas tellement vieilli, elle est toujours aussi canon d'ailleurs, mais bon, voilà quoi. Elle nous écoute pas, c'est pas la peine de faire le message. Donc Ming-Na Wen, quoi, le canon du film, on va dire. Bon, il y a aussi Kylie Minogue, mais bon, j'aimais bien Kylie Minogue parce que elle était très mignonne, mais là-dedans, elle est complètement transparente. Tu t'en souviens de Kylie Minogue? C'est celle qui joue la collaboratrice de Guy, là. Camille. Eh ben, maintenant que tu me le dis, je revois que c'est Kylie Minogue. Ouais. Sinon, non, moi, j'ai pas regardé la distrie à part. Moi, il y avait Jean-Claude Van Damme et tout le reste, je m'en bats. Donc, elle fait un peu le lieutenant qui dit toujours oui à Gil, d'ailleurs, à Van Damme. Elle fait le backup de Guy, quoi. Ouais, bon, enfin, elle est là, quoi, parce qu'elle a une belle plastique, mais c'est tout, quoi. Mais on peut pas dire qu'elle joue, quoi. De toute façon, elle a jamais fait d'acteur. Elle était plutôt chanteuse, et c'est parce qu'elle était un petit peu dans le vent, donc ils l'ont engagée. Pour faire on va dire un appel d'affiche. C'est ça. C'est-à-dire Jean-Claude Van Damme parce que c'est bankable et puis on va mettre Kylie Minogue parce que il y a un fanbase, quoi, peut-être. Pareil pour l'acteur qui joue Bison, ça devait être pareil, un peu connu à l'époque. On s'est dit on va le mettre lui aussi. J'étais un petit peu étonné qu'il s'appelle Raul Julia, qui est quand même qui a pas le gabarit de Bison dans le jeu, par exemple. Tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les compétences d'un combattant non plus. Quoi. Bison dans le film. En plus, c'est Bison, c'est pas Bison, c'est Bison. C'est à l'américaine. Je vais pas m'étaler sur plus les acteurs. De toute façon, les autres ils sont pas très connus. Après, il y a cliché raciste numéro 1 avec le japonais, cliché raciste numéro 2 avec le soviétique. Ouais, mais ce film, déjà, bon, je vais essayer de prononcer le mot parce que c'est quand même difficile. On va essayer de parler du scénario. Qu'est-ce que c'est dire? Alors, moi, je vais plutôt parler de ligne directrice. Donc, le scénario, c'est, il y a des otages, il y a des gens qui ont été pris en otage par Bison, et lui il exige des milliards de dollars. Donc il y a Van Damme, bien sûr, lui, les gros bras, il veut jouer les gros bras avec Bison parce que il veut sa peau. Donc lui il fait partie d'une escouade de l'ONU. Puis à un moment t'as une espèce de fonctionnaire qui vient le voir, puis il dit bon vous allez obéir. Ouais mais toi t'as perdu tes couilles quoi. C'est ça quoi. Non puis il fait un face à face avec Bison en direct à la télé aussi. Puis t'as Van Damme qui tape des pots, c'est l'impression que t'en regardais un Super Sentai.
Quand il prend le micro, qu'il monte ses muscles. Ah ouais, mais il bande les muscles, hein, Van Damme, là-dedans, franchement. J'espère que les muscles seulement. Il bande les muscles, mais je trouve, il y a un truc qui va pas du tout dans ce film, c'est qu'ils auraient pris quelqu'un qui fait pas d'arts martiaux, ça aurait été pareil pour moi. Ah bah ouais. Parce qu'il y a pas du tout de baston, déjà, il y a le gros problème de Street Fighter, c'est qu'il y a pas du tout de baston dans ce film. Van Damme, il y a du mal à lever la jambe, alors je sais pas si c'est l'excès de cocaïne, parce qu'apparemment, il était quand même assez insupportable sur le tournage, parce qu'il était en permanence sous l'influence de la drogue. Il a peut-être pas envie de s'y mettre non plus, hein. Donc le mec était quand même bien payé, il aurait quand même pu nous mettre un ou deux coups de savate comme on les aime. Son fameux coup de pied retourné qu'on voit dans Bloodsport. Ouais, sans ma Washigiri. Ouais. Tu vois, ça c'est... je pense qu'il y a des chorégraphies, mais là-dedans, il s'est pas cassé le cul, quoi. Il y a aucune chorégraphie pour moi. Il y a qui s'est cassé le cul dans ce film? Il y a personne qui s'est cassé le cul. Donc ça dure à peu près même pas 1h30, quoi. C'est chiant à mourir. 1h30? Putain, j'ai cru que ça durait 3 jours, moi, quand je l'ai regardé. Et puis c'est nul ce film. Oh là là, quelle horreur. J'ai été voir au cinéma. Je suis sorti de là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est... Heureusement que j'avais la carte, tu sais, la carte c'était la carte étudiant dans ce temps-là, parce que j'étais jeune, tu vois. J'étais jeune et naïf. Donc j'allais voir tout ce qui était Van Damme, quoi. Et puis on voit ce superbe trailer où il y a des coups, mais je dis, mais ils sont où les coups, là, parce que... Ils ont été coupés au montage. Tout ce qui est bien, ils l'ont coupé au montage. Bon, après, tu vois les magazines style Mad Movies, tu sais, que je t'ai montré un petit peu. T'as des articles comme Impact, un magazine comme Impact, qui faisait une espèce de une sur Van Damme, qui prenait des poses avec ses gros bras et ses gros muscles et tout. Puis on voyait une photo de Van Damme qui levait la jambe. Je sais même pas si elle est dans... Je sais même pas si elle est... Cette scène, elle est dans le film, quoi, parce que j'ai même pas souvenir qu'il lève la jambe une seule fois, quoi. Non, c'est vraiment... Puis il y a un rythme qui est mou dans ce film, c'est grave, quoi. Ouais, ça, pour surfer sur la hype de Street Fighter, on se dit on va vous coller un film, puis démerdez-vous derrière. Ah, mais j'appelle ça l'effet Dragon Ball, moi, tu vois. Mais c'est vrai, en plus, c'est prendre les spectateurs pour les fans pour des cons, parce que qu'est-ce qu'ils attendent, les fans? Ils attendent des bastons, t'es d'accord avec moi? Street Fighter, c'est sûr, tu t'attends pas à un film romantique. Tu t'attends pas à un mec qui parle pendant 1h30, quoi, je veux dire, c'est ça dans ce film-là. Ah bah ouais. Ah ouais, puis il y a des scènes complètement cons, quoi, avec Bison qui vole et tout. Ça fait très, comme tu disais, dans l'esprit des Super Sentai. Des Super Sentai, quoi, complètement. Exactement. C'est complètement... Puis tu regardes ça aujourd'hui, c'est complètement ringard, quoi. Alors à la fin, t'as l'impression de voir Lord Z, hein, je suis désolé. Hein, t'as l'impression que c'est les Power Rangers qui vont résoudre l'affaire. C'est vraiment moche, quoi. Non, je sais pas, au niveau direction artistique, déjà c'est moche. Ça fait vraiment cheap, tous ces hangars, toutes ces scènes de hangars et de baston, enfin de simili-baston, parce que ça dure 30 secondes. Il y a même un combat avec Vega, tu te dis, ah ouais, il va y avoir un combat avec Vega. Bah non, finalement, il a annulé. Il est annulé, et puis après c'est dans la prison, et c'est pas un vrai combat. Alors ça c'est nul aussi, ça. Le truc que tu vois arriver de loin, Van Damme il meurt, il est mort. T'as pas le temps de s'émouvoir, quoi. Après il se réveille dans la morgue. Ouais, parce qu'il y a Chun-Li qui a trouvé le deuxième signal. Je veux dire, heureusement qu'il y a Chun-Li, qu'il y a Ming-Na Wen. Non, Chun-Li c'est dans Pawn Star. Là c'est Chun-Li, c'est pas pareil. Chun-Li, on va dire. Chun-Li. Mais heureusement qu'il y a Ming-Na Wen pour un petit peu relever le truc, mais voilà, quoi. Tu vois, on a un peu du mal à regarder sa concentration, c'est tellement ringard ce film. Il y a rien à dire sur ce film, voilà. Ah si, t'as vu, on a quand même fait 10 minutes, là. C'est un film ringard avec un scénario absent, et puis un Jean-Claude Van Damme qui cabotine. Et même celui qui fait Bison, t'as l'impression que lui, il a été engagé pour faire de l'humour, c'est tout. Lui, dans le cabotinage total, quoi. Bah ouais, parce que, avec les grands yeux et les grandes tirades, tu sais. Les grands yeux et les grandes tirades, le corps fatigué, et puis à la fin, le méchant qui se relève, puis qui devient plus fort, le one-up, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, en plus, il y a la scène post-générique, là, qu'on n'a pas décité. Ouais, où il sort sa main des écrans. Il y a un point qui sort, là. Ouais. Bison reviendra. Ouais, et je sais pas, ça a marché, mais ils ont pas fait un deuxième, quoi. C'est ça qui est bizarre. Ils ont pas fait Street Fighter Annihilation. Destruction totale, là. Destruction totale. Par contre, ils ont fait le film d'animation. Moi, je vais dire que je conseille plus de voir le film d'animation, parce qu'au moins, il y a de la baston. Bon, il y a des personnages qui sont pas... De toute façon... le film d'animation, il est bien, parce qu'il y a Chun-Li sous la douche. Mais sinon... Ouais, mais c'est un petit peu racoleur comme truc. Ouais, carrément. Non, le film d'animation, il est mieux, sauf que le ado, il faut 45 minutes pour faire un ado. Le héros dans la film d'animation, je dirais que c'est pas Gil, parce que Gil, il fait rien dans ce truc. C'est Ryu et Ken, en fait. Ryu et Ken, c'est une espèce l'histoire de l'amitié entre Ken et Ryu, avec l'entraînement de leur jeunesse, et après, ils mettent leurs forces en commun pour battre Bison, justement. Mais les autres, ce sont des personnages comme Camille,
qui dégage, qui fait 30 secondes dans le film. Chun-Li, elle se bat, déjà... Elle se bat contre Vega, ouais, alors déjà, un petit peu le truc racoleur aussi, c'est qu'elle est en chemisette et en culotte. Donc elle se bat contre Vega, on va dire ça. Donc il y a quand même 2-3 bastons qui valent le coup d'œil, on va dire, dans le film d'animation. On va peut-être passer au... Bon, moi, je vous le recommande. Je veux pas souffrir tout seul. Lequel, le Street Fighter 2, le film animé ou le... Ah, tout, non. Non, que celui de 94. L'ultime combat, c'est l'ultime combat. Street l'ultime Fighter, combat. l'ultime combat. Regardez-le, y a pas de raison que je me fasse chier tout seul. Y a pas de danger que je souffre en solo. Oh, c'était un calvaire, regardez ce machin. Donc on va peut-être passer à la version de 2009, parce que le Street Fighter, la légende de Chun-Li, réalisé par Andrzej Bartowia, que je ne connais ni d'Eve ni d'avant, donc ça m'étonne pas que c'est une merde ce film. Et donc au casting, on retrouve Christine Krug. Lana Lang, pour ceux qui connaissent. Ouais. Alors toi, t'aimes bien Smallville aussi, apparemment, tu m'avais dit. L'actrice, ouais. Je suis génération Smallville, forcément, je l'ai reconnue. Donc Christine Krug, ouais, c'est ça, dans ce film, ouais. Mais elle est pas du tout crédible en combattante, pour moi. Il y a un problème. Même Gen, il est pas crédible en combattant. Il y a personne dans ce film-là. Même Bison en combattant, tu le vois pas non plus. Non, Bison, c'est Neil McDonough. T'as Michael Clark Duncan, que t'as remarqué peut-être. C'est le grand noir là, qui joue. Ouais, lui j'ai remarqué. Dans la ligne verte et dans. Ouais, moi je l'appelle Nounours, parce que voilà. Ou alors. Mais là-dedans il est con, franchement. Ou alors John Café. Il y avait besoin d'argent. Il y avait la ligne verte, il y avait. La ligne verte, il était excellent. Ouais, là-dedans il était bien. Il jouait aussi le Caïd dans Daredevil avec Ben Affleck, souviens-toi. Ouais. Et là, dans ce film-là, il joue Balrog. Donc il se bastonne avec Chun-Li, il me semble. Ouais, il se bastonne avec Gen, pas avec Chun-Li. C'est qui ce Gen? Parce qu'au début, il arrive, Chun-Li elle est petite, il se bat pas avec, et à la fin, c'est Gen qui se bat contre lui. C'est son mentor, là, qui font les exercices sur le toit. Ouais, est-ce qu'on peut rappeler sommairement le scénario de cette affaire, là? Est-ce qu'il y en a un de scénario? Attends, je suis en train de chercher. Alors, le scénario du film. Donc en fait... le plot du film, c'est... Ça commence que Chun-Li est toute jeune, donc elle voit son père enlevé par Bison. Voilà. Parce qu'il veut faire un chantage sur sa famille. Je crois que sa mère, elle meurt d'ailleurs, il me semble. Sa mère, elle meurt d'un cancer bien des années plus tard. Donc elle meurt, donc elle se retrouve, et puis elle va à Hong Kong pour se venger de Bison, justement. Non, elle va à Bangkok pour se venger de Bison. C'est à Bangkok? Ouais, parce qu'elle est... J'ai tout retenu, t'as vu? Elle est de Hong Kong, donc voilà. Puis après, elle va jusqu'à Bangkok pour venger son père, ou retrouver son père. Donc lui, il fait du trafic d'armes, ou je sais plus quoi. Ouais, son père, c'est un maître de l'information, en fait. Donc il arrive à avoir toutes les informations qu'il arrive à avoir. Lui est doué. Il est doué en informatique, mais il bosse pour Bison parce que l'autre lui fait du chantage, quoi. Donc Bison qui est aussi nul que dans le Team Combat, on va dire. Même encore plus mauvais, je trouve. Bah là, le problème, c'est que... encore une fois, je les vois pas faire une baston, les deux. Que ce soit Christine Krug ou Neil McDonough, on voit vraiment qu'il sait pas se battre, le mec. Bah ouais, même pourtant dans Red 2 ça allait, mais là il sait pas, il est pas crédible. Il y a aucun combat qui passe en fait. Même le combat sur le toit avec Vega, je trouve que c'est mal monté, il y a pas de rythme, c'est mou quoi. Ça me fait plus penser à un téléfilm qu'un film. Ouais, c'est ça. Il y a une patte télévisuelle qui... Il y a une patte Smallville dans le truc, je dirais. Lui qui ramène tout. Il manque... comment il s'appelle l'acteur qui joue Superman Tom Welling. Il manque Tom Welling dedans. Puis en plus, en parallèle de cette histoire, il y a une espèce d'enquête, tu sais, avec Interpol, les flics de hindous, je sais pas quoi. Je voudrais juste casser un mythe. Vous verrez jamais un flic d'Interpol sur le terrain, parce qu'Interpol, c'est que des bureaux. Il n'y a pas de flics de terrain chez Interpol. T'as deux super flics. Enfin, il y en a un qui joue dans... Il y a un acteur que j'ai identifié, il jouait dans American Pie, le mec. Voilà, donc lui, c'est celui qui faisait... comment il s'appelait? Le hockeyeur, là, parce qu'il joue à la crosse. Donc c'est lui. Mais en fait, c'est la version Wish de Keanu Reeves. Non, mais il est nul, cet acteur, dans ce film-là, franchement. Pourquoi tu dis dans ce film-là? Il n'est pas spécialement mieux dans les autres films. American Pie, il s'en prend plein la gueule, je crois, mais tu te souviens d'American Pie? Ouais, je me souviens, c'est celui qui faisait le beau gosse qui jouait à la crosse. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Puis après, t'as la super fliquette, qui est une très belle femme, faut avouer. Elle est là parce que elle est bien physiquement, mais on voit qu'elle sait pas jouer non plus, quoi. Tu vois, c'est... je peux pas te contredire. C'est à l'unisson, quoi. Le jeu est à l'unisson dans ce film. Le jeu est égal entre les acteurs. Il y en a pas un qui se démarque. C'est mauvais, quoi. Il y a rien qui s'élève au-dessus de l'autre, quoi. Non, à part générique de fin, il y a aucun bon moment. Krug, elle est bien mignonne, mais elle a aucun charisme pour moi. Puis elle a pas
voilà, c'est la direction artistique du film. Ah, puis à un moment, elle va voir un mec à l'entrepôt, l'autre il lui dit tu dégages, elle lui fait une clé de bras, ouais, tu vas parler quoi, le mec il parle tout de suite quoi, tu vois, il y a pas cette violence qu'il devrait y avoir dans un Street Fighter quoi. Ouais, puis après j'ai l'impression que tu cherches de la cohérence dans un Street Fighter aussi. Non mais je pense pas. Ouais, mais moi j'essaie d'un petit peu de faire ressortir quelque chose de positif, mais dans les deux films qu'on vient de parler, il y a rien pour moi de positif quoi. Alors si, quand il se termine, je suis content d'avoir fini, ça c'est Ouais, clair. ouais, tu vois, c'est vraiment les deux films que je mettrais en bas de tableau quoi, quasiment quoi. Ouais, mais non, je mettrais plus les autres dont on va parler en Ouais, bas de tableau. bon, on va voir de toute façon. Mais on va pas s'attarder, mais bon, moi je le déconseille. Il n'y a pas lieu de s'attarder. Pour moi, c'est le pire film de la sélection. Hein. C'est mou, quoi. Il y a rien là-dedans. Est-ce qu'on va parler un petit peu au film qui a le plus de débats entre nous, je crois. Parce que moi j'ai une certaine sympathie pour ce film parce qu'il est bien nanar, quoi. Alors on va parler de la licence de Double Dragon parce que Double Dragon c'est vraiment un bon souvenir de jeunesse. Moi j'ai connu la période Amstrad, Amiga, tu sais, enfin C64, Spectrum, tu sais, cette période-là. Et donc Double Dragon, ça s'est développé en arcade, mais après ça s'est développé aussi sur les machines 8 bits, je crois que c'était un standard. Ouais, il est même sorti sur Game Boy. Hein. Aussi, ouais. Donc c'est une licence qui a perduré quand même bien avant celle de Mortal Kombat et de Street Fighter. Ouais, par contre, moi je le considère pas comme un jeu de baston. Je le considère comme un beat'em all. Faudra que tu mettes là, que tu précises la différence entre beat'em all et baston, quoi. Alors beat'em all pour moi c'est t'es un personnage et tu bats toute une myriade de méchants. Voilà, c'est-à-dire à la queue leu, un peu comme dans un Tortue Ninja ou un truc comme ça. C'est-à-dire que voilà, t'es pas en 1v1 quoi. Tandis que pour moi un jeu de baston t'es en 1v1, c'est-à-dire qu'il y a un joueur contre un joueur. Tandis que dans Double Dragon c'est pas un joueur contre un joueur. C'est un peu comme dans Street of Rage, tu peux jouer en collaboration mais pas en 1 contre 1. Bah, déjà je crois que tu pouvais jouer, c'était un petit peu l'innovation dans le jeu d'arcade, c'est que tu pouvais jouer à deux contre l'ordinateur. Ouais, en collaboration. Ouais. Pour moi voilà, Double Dragon il est plus dans le beat'em all que dans le jeu de baston. Ouais. Mais comme le film était excellent, on voulait en parler quand même. Donc le film, parce que bon, Double Dragon, je voulais dire, c'est revenir aussi dans les souvenirs de jeunesse, c'est que c'est une licence qui vient aussi d'une licence qui s'appelle Renegade, qui a eu 3 épisodes, que moi j'ai beaucoup suivi aussi sur Amstrad, donc j'ai passé aussi des heures à me bastonner avec les pixels, on va dire. Et il y avait même un 3e épisode qui était super sympa parce que le Renegade justement voyageait dans le temps, donc il se bastonnait avec des hommes préhistoriques ou des momies, tu vois, le truc quoi. Je trouve que c'est le genre de scénario qui irait bien une espèce de série BZ, tu sais, le truc bien déjanté. Quoi. Série B, voilà. Ouais. D'ailleurs, le film, je le qualifierais de série B, d'ailleurs. Donc voilà, quoi. Je vais revenir un petit peu au film parce que je me suis un petit peu éloigné, mais on reste dans le thème. Donc réalisé en 1994. J'aime bien le thème réalisé. Par James Yukichi, je sais pas qui c'est celui-là, mais bon, y a rien de fait d'autre. Donc voilà. Avec, je le mets en premier parce que j'ai une sympathie avec Robert Patrick, qui c'est un blond quoi, qui cabotine à mort dans ce film. Moi j'ai une sympathie pour, c'est un petit peu un point positif du film parce que le mec est complètement outrancier quoi, c'est ça le truc du truc. Ah c'est le film typique des années 90 où on est des jeunes, c'est limite s'il parle pas le langage des jeunes des années 90 mais avec 10 ans de retard. Robert Patrick, faut-il le rappeler, c'est le T-1000 de Terminator, quoi. Il était quand même plus sobre quand il faisait l'Android que là, il est complètement dans le surjeu. Il met des... Bon, du jeu, on voit qu'il sait pas se battre. Il met des lunettes, tout ça pour vraiment se donner un style, mais il prend pas du tout au sérieux. Ça me fait penser à Parker Lewis ne perd jamais l'ambiance du film, tu vois. Ouais, c'est-à-dire c'est des ados et c'est un film d'ado pour ados géré par des ados. C'était pas un ado le réalisateur, on se demande des fois. C'était complètement mais Robert Patrick à un moment il y a cette scène où il se transforme en ombre et ça c'est super mal foutu quoi, tu vois, quand il doit se battre contre les frères Lee d'ailleurs, ils s'appellent Jim et Billy Lee. Ouais, non, dégueulis. Ah, c'est dit dans le film. C'est vrai. Ouais, encore une espèce de parodie un peu. Ouais, c'est tout des jeux de mots à la con comme ça. Il y a vraiment, c'est vraiment l'esprit enfantin dans ce film, faut le dire. J'ai l'impression de regarder Maman, j'ai raté l'avion et on se bastonne en même temps. Ah, complètement. Et puis ils arrêtent pas de gueuler dans le film. Et puis après, on parle un petit peu du casting parce que moi j'aime bien Mark Dacascos. C'est un très bon artiste martial. C'est un ancien champion d'ailleurs. Il jouait d'ailleurs dans Crying Freeman, si tu l'as vu ce film. C'était lui qui jouait le Crying Freeman. D'accord, bon ça me dit rien. Ça te dit rien? Il jouait aussi dans Le Pacte des Loups, c'était lui qui était avec Samuel Le Bilan, ils étaient à deux, tu sais, il y avait un Indien avec lui, c'était lui. Donc le mec se défend physiquement, et en face on te fout un acteur qui s'appelle Scott Wolf, qui sort des sitcoms, et qu'on voit clairement qu'il sait pas lever la jambe, qu'il sait pas se battre. Quoi. Ouais, puis on voit clairement que c'était des sitcoms qu'il faisait avant. Ouais, c'est ça. Clairement. Il y a le côté comique qui est accentué dans ce film. Quoi. Comique, j'ai pas trouvé. Le côté blague ringard, j'ai trouvé, comique j'ai pas trouvé. Entre guillemets
on va dire, hein, quand même. Ouais, avec des grosses guillemets. Ouais. Puis bon, on va dire qu'en cours de route, on a le droit à la présence de Alyssa Milano. Bon, moi je l'aime bien, mais Alyssa Milano, ouais, elle était mignonne quand même. Hein. Bah, elle venait de la sitcom aussi. Aussi, bah il y a Charmed par exemple. Charmed, ouais, Charmed, mais il y avait surtout Madame est servie à l'époque. Ah oui, c'est vrai, elle jouait là-dedans. C'est pour ça, elle venait de la sitcom de là. Hein. Ouais, c'est de là qu'elle a été connue. Donc c'est tous des acteurs qui ont été recrutés parce qu'ils étaient bons, ils étaient plutôt influents à la télévision. Ouais, ils étaient pas bankable, mais voilà, influents, c'est le bon mot. Je sais même plus si ce film est sorti au cinéma parce que je l'ai pas vu au cinéma. Moi. Je pense qu'il est sorti directement en vidéo. C'est comme Street Fighter Chun-Li, il est pas sorti au cinéma. Je comprends pas d'ailleurs, mais bon. Bah, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Bah, il y a l'histoire des frères qui détiennent. Donc en fait, il y a le méchant qui est joué par Robert Patrick qui détient une partie du médaillon. T'as l'air inspiré toi quand Ah non, je suis pas inspiré. En fait, il y a longtemps, dans des temps anciens, un médaillon avait été créé pour avoir des super pouvoirs, mais c'était trop dangereux, donc ils l'ont coupé en deux. C'est ça. Et ils ont donné la moitié d'un médaillon à une partie de la descendance et l'autre moitié du médaillon à une autre partie de descendance. Là, tu retrouves la moitié du médaillon parce que la descendance est perdue. Et comme par hasard, des jeunes de Tess possèdent l'autre moitié du médaillon. C'est bien. Je te remercie d'avoir fait l'effort de résumer le script. Là, j'ai résumé le script, le film, le scénario, j'ai tout résumé. 1h30. Il y a tous les spoilers. Voilà, tout spoiler. Donc voilà, donc à la fin, il relie les deux parties. Puis là, t'as tous les pouvoirs. Enfin, il peut se transformer en n'importe qui d'ailleurs. Non, c'est parce qu'il y en a un qui donne des pouvoirs spirituels et un des pouvoirs physiques. Ouais, mais il peut changer de forme par un moment. Hein. Ouais, non, il peut rentrer dans les gens. Tu l'as vu le film ou quoi? Il peut rentrer dans les gens et contrôler les gens. C'est ça. Donc à un moment, il y a Marc Dacascos qui parle avec la voix de Robert Patrick et inverse quoi. Donc encore un truc complètement, encore une espèce d'acrobatie comique qui marche pas quoi. Ouais, voilà. Bah pour un film que t'as bien aimé, il y a beaucoup de trucs qui marchent pas. Non, mais bon, je pense que c'est ma sympathie pour Marc Dacascos et Robert Patrick que je le reverrai parce que les autres, j'ai pas envie de les revoir, c'est tellement nul. Je vais dire que celui-là il est nul au niveau scénario, mais on va dire que. Par contre, au niveau scénario, il est nul, mais le côté beat'em up, beat'em all, si tu préfères, il est très très bien respecté. C'est-à-dire que c'est seul contre tous. C'est-à-dire qu'ils se battent contre les gangs les plus débiles les uns que les autres. Les gangs. Ah oui, ils sont complètement cons. Hein. Mais je veux dire, là, tu vois, là au niveau respect du jeu vidéo, ça passe. Ah, tu trouves que c'est un petit peu, il y a cet aspect positif. Je suis un peu étonné que tu défends cet aspect baston dans Double Dragon. Faut dire, dans la légende de Chun-Li, y a rien quoi. C'est pas génial. Là, dans Street Fighter premier qu'on en a parlé, les combats sont à chier, faut dire ce qu'il faut. Ben voilà. Et par contre, là, dans le truc, c'est pas des combats, c'est des bagarres. Et les bagarres, ça respecte bien le seul contre tous, quoi. En plus, t'as une progression, t'as un adversaire qui, avec une espèce d'ecto-1, là, au moment. Ouais, voilà, avec le van. Très jeu vidéo. Ouais, complètement. Donc t'as cet adversaire-là. Puis après, t'as des adversaires dans la rue avec les chaînes et tout, là, les mecs. Avec des boules et des chaînes. les débiles, comme tu dis, les loupards. Ouais, c'est Biff Tannen version Double Dragon. Ouais. Puis après, t'as le grand chef, t'as Robert Patrick, quoi. Voilà. Donc t'as une progression dans le truc. Ouais. C'est très intellectuel, tout ça. Non, c'est très beat'em all, ouais. Pas de problème. Donc ça respecte plein. J'ai une sympathie pour ce film. Je vais pas vous le conseiller parce que j'ai pas envie que vous souffriez. Mais si vous aimez bien Robert Patrick qui cabotine à mort, mais vraiment à mort quoi. Le mec se lâche pas pendant 1h30. Ça vous apprécierez quoi. Robert Patrick qui fait pas que des dobs, hein, parce qu'il faut le voir. Par exemple, jouer le père de Johnny Cash par exemple dans Walk the Line avec Joaquin Phoenix. Il est vraiment très bon. C'est un acteur qui peut être bon. Mais là, le mec il s'est lâché mais grave. Attends, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans le scénario qu'il y a eu? Bah y a rien quoi. Le mec, tu vas tourner avec des jeunes de 18-20 ans, il sauve le truc comme il peut. D'ailleurs, il avait fait des épisodes aussi de Au-delà du réel, il me semble, hein, Robert Patrick. Non, je m'en souviens pas. Si, il y a quelques épisodes. Alyssa Milano aussi, elle a fait un épisode. C'était un peu cette période où il prenait un peu les acteurs de série B, puis ils essayaient de les rassembler pour faire Ils essayaient de leur faire payer leurs impôts en participant à un film. Faut mieux regarder Au-delà du réel que Double Dragon, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, déjà, le Double Dragon, le scénario, il est au-delà du réel. Non, c'était pas une déficience de votre téléviseur. Ah si, vous pouvez l'éteindre. Là, dans Au-delà du réel, ils disent éteignez pas votre téléviseur, là vous pouvez l'éteindre. Le film a à peine commencé, hop, tu l'éteins. Ah, tu peux l'éteindre, c'est bon. Ouais. Tu peux mettre ton cerveau sur off surtout, j'ai l'impression, mais bon. Donc on est déjà dans le 3e film et on est bien déchaîné, je trouve, et puis on va enchaîner sur la dernière licence. La dernière licence, c'est bien sûr Mortal Kombat. Ah non, c'est pas Mortal Kombat. C'est Mortal Kombat. Le mec fait exploser le micro là. On n'a pas eu le temps d'informer les auditeurs de mettre leurs oreilles. On n'a pas eu le temps de mettre un disclaimer. Baissez le son. Donc voilà. Donc Mortal Kombat, c'est une licence qui est arrivée dans les années 90, hein, on va dire. Suite justement au succès de Street Fighter, Capcom. Donc Midway s'est dit putain, il y a un coup à jouer. Qu'est-ce qu'ils aiment bien les gosses? Ils aiment bien la baston. Et Mortal Kombat, c'était on va dire la particularité de l'époque.
l'époque, c'est qu'il y avait du sang. Ouais. Donc Mortal Kombat a toujours joué sur la violence. Les effets gore, quoi. Fallait que ce soit violent. Il y avait du sang et puis les fatalities. Ouais, c'est ce que moi je connais pas trop ce que c'est la fatality, mais. La fatality, c'est par exemple Scorpion qui brûle son adversaire avec un souffle de feu. D'accord. Ou Sub-Zero qui gèle un adversaire jusqu'à ce qu'il explose. Ou alors Jax qui tape un adversaire jusqu'à ce qu'il explose en 1000 morceaux. Il explose la tête comme dans le film, quoi. Ouais. Donc ça, c'était les fatalities, c'est-à-dire que dans Mortal Kombat, c'était un jeu de baston qui était pas spécialement bien jouable, mais au niveau... En fait, c'est des morts extrêmes, quoi. Ouais, voilà, il jouait carrément sur le fait, déjà la techno, ça s'entend dans le truc. Ouais, complètement. La dance, la techno, même dans les bandes d'arcade. Aussi. Il y avait des systèmes de basse pour avoir plus de son. Ça gueulait, alors. Voilà, ça gueulait, exactement. Et puis, le sang et les colonnes vertébrales et les fatalities. Donc, les morts extrêmes, un jeu qui a fondé son leitmotiv sur l'hémoglobine, carrément. Ouais, puis la mocap aussi. Ouais. C'était l'un des premiers, la motion capture. Ah ouais. C'est-à-dire que c'était des mecs en motion capture pour les mouvements. Donc D'accord. c'était censé être plus réaliste. Putain, moi j'ai joué à Mortal Kombat sur Game Boy. Réaliste, j'ai pas trouvé. Et par contre, à partir du 3 sur Super Nintendo, là j'ai trouvé que c'était mieux qu'un Street Fighter. Ils faisaient appel à des artistes martiaux pour faire ça ? Non, juste des mecs en motion capture pour les gestes. Non, après tout ça, c'était simulé par ordinateur. Exactement. Ouais. D'ailleurs, il y a un personnage dans Mortal Kombat qui s'appelle Mocap. Ah, ok. Motion capture. D'accord, ça marche. Il y en a un qui s'appelle Noob Saibot. Donc je peux te dire qu'il y a Edward Boone qui a sorti le jeu et l'autre c'est tu mets Saibot à l'envers et c'est le nom du deuxième créateur du jeu. D'accord, ok. Ouais, parce que Mortal Kombat apparemment c'est une licence américaine. Ce qu'on n'avait pas dit c'est que Double Dragon et Street Fighter c'est plus japonais. Des licences purement japonaises. Ouais, mais qui ont été whitewashées à mort. C'est-à-dire que par exemple Vega avant c'était Bison quoi. C'est ça. Donc Bison avant il s'appelait Vega et c'était whitewashé. Pareil pour d'autres personnages où les noms ils ont changé d'une version japonaise à la version américaine, ils ont changé les noms. On va peut-être passer au film après cette parenthèse qui me paraissait utile de toute façon. Mortal Kombat réalisé en 1995 par Paul W.S. Anderson. Alors Paul W.S. Anderson, quand on le connaît, c'est le mec qui a fait tourner sa femme Mia Jovovich dans la licence Resident Evil. Ouais, non, mais pas que dans tous les films. Hein. Oui. Même le Monster Hunter, il y a réussi à mettre... Hunter, tu l'as vu? C'est pas la peine, il y a Mila Jovovich dedans, je sais que ça va être de la merde. Hein. Non, il est pas si mauvais que ça, moi j'ai pas trouvé que c'était... Je veux dire, par exemple, par rapport à un blockbuster... Attends, le mec il impose sa femme dans tous les films, rien que pour ça je regarde tous ces films. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'on veut. Bon. Ils sont pas obligés de mettre du pognon non plus, les producteurs. Je veux dire, derrière, si ça rapporte, le Monster Hunter, de toute façon, il a pas fait de pognon, vu que de toute façon, il n'est même pas sorti au cinéma. Donc, ouais, il y a eu un petit problème de pandémie mondiale. Maintenant, le problème, c'est que Resident Evil, il y a trop de films, puis après, c'est devenu de la dope. Le 1 était passable, et puis après... le 1 était correct, regardable, on va dire. Ouais. Mais le reste, non. Non. Mais sinon, moi, Paul W. Anderson, j'ai de la sympathie pour le mec, parce qu'il a fait un film que j'ai beaucoup aimé, c'était Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, qui était un film d'horreur. Tu l'as vu, ce film? On adapte, en fait, l'histoire du vaisseau fantôme dans l'espace. C'était dans l'espace? Ouais. Ah non, je l'ai pas vu, alors. C'est pas celui-là que t'as vu? Non, moi j'ai vu, ça doit être le vaisseau de la peur, alors. C'est le truc avec le bateau, toi. Le truc avec le bateau. C'était pas terrible. Ah, ça, c'était de la merde. Ouais. Donc, Event Horizon, c'est dans l'espace, faut pas confondre. Le vaisseau de l'au-delà, c'est l'histoire d'un équipage qui... En fait, c'est la transposition du bateau fantôme, mais dans l'espace, avec beaucoup de références par rapport à Shogun, à Shining, par exemple, ou à Hellraiser de Clive Barker. Pas mal de références gore, tout ça. Moi, j'aime bien aimer. Une bonne série B que je revois une fois par an, parce que... Et puis en plus, au niveau trouillomètre, je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà quoi. Si j'avais un film à vous conseiller de Paul W. Anderson, ce serait celui-là. Mais on va passer sur le casting qui est aussi intéressant, on va dire, en commençant par notre Christopher Lambert international, qui s'identifie surtout par son rire dans ce film-là, on va dire. Et il joue le personnage de Raiden, donc avec ses cheveux blancs, il se porte pas du tout sérieux là-dedans. Donc Raiden, dieu du tonnerre dans Mortal Kombat. C'est pas tort. Hein. C'est pas Chris Hemsworth. C'est pas Chris Hemsworth. C'est pas le même calibre. Je verrais bien Chris Hemsworth quand Chris Lambert. Il y a Robin Shou qui joue Liu Kang, on va dire, aussi. Puis un acteur que j'aime bien, mais qui cabotine à mort aussi là-dedans, c'est l'acteur Kari Hiroyuki Tagawa, donc qui fait le grand méchant, tu sais, le japonais. Là. Ouais, c'est ça. Lui, il cabotine, il est du même niveau que Robert Patrick et que Raoul Julia, toi, tu vois. Ouais. Il tient le rôle, je trouve. Dès le début, je vais mettre faire la peau. Tu vois le truc. En fait, non, c'est pas. C'est un moment, en VO, c'est finish him. C'est toutes des phrases du Mortal Kombat. Ouais, c'est ça. Ou alors Flawless Victory. Ouais. Moi, je l'ai vu en VF. Je l'ai vu en VF, donc c'est pour ça que... Ah ouais, du coup, je me suis permis de regarder en VO.
Et en fait, c'est très coucou les fans. Hein. Ouais, Flawless complètement. Victory, finish him, Complètement, quoi. fight. Robin Shou qui joue Liu Kang. Bon, les acteurs, ils sont pas très connus, mais on retrouve les personnages de Johnny Cage, de Sonya Blade. Bon, Johnny Cage, c'est le comic relief. Hein. Ouais, complètement. D'ailleurs, il lève à peine la jambe là-dedans, hein, pour moi. Non, puis il bat Goro en le poussant d'en haut d'une falaise. Qu'est-ce que c'était nul, cette C'était nul. scène. Et où le combat, là? Alors, je glisse en dessous je glisse en dessous de lui pour lui foutre un coup de pied dans les roustons. Oh, et après, je l'amène au bord du ravin, comme ça, j'ai plus qu'à le pousser. Parce qu'il a cassé ses lunettes. C'est comme Ouais. si, je sais pas, c'est débile comme raison. C'est comme si je sais pas moi, comme si tu combattais un empereur spatial parce qu'il a pété ton Walkman. Vador, tu vas mettre une patte à Vador parce que... Non, moi je parlais du cri l'inquisiteur avec avec Star-Lord. Ah, Star-Lord, ouais, Tu as ok. cassé mon Walkman. Ah ouais. Et là c'est le même, t'as cassé mes lunettes. Tu parles du mec qui se barre là devant Captain Marvel. Ouais. Si. L'inquisiteur, non c'est pas l'inquisiteur. C'était le... Ah, l'accusateur. Voilà, Ronan, l'accusateur. Ronan le peureux, on va dire. On est parti dans le MCU là, ça va pas ça. On va revenir dans notre univers MK, on va dire. Moi j'ai trouvé que Goro il était pas trop mal animé. C'est pas du numérique, hein. Goro c'est en animatronique. Et je Ouais. trouve qu'il est bien fait. Voyez. Il a l'air vivant, quoi. Mais c'est de l'animatronique et je trouve que pour l'époque c'était pas trop mal. Par rapport à Reptile qui est vraiment dégueulasse, quoi. Le Ah, truc, il est dégueulasse. Hein. ça c'est vraiment moche, quoi. Tu vois. Ouais. Faut remettre les effets spéciaux en perspective. L'animatronique est quand même plus en prise avec le réel que du numérique, quoi. Tu vois. Ouais. C'est ça que moi je voulais mettre. Voilà, quoi. Puis il y a la musique techno qui est d'époque aussi. À chaque baston, t'as de la musique techno. Totalement. Et puis ça explose dans les enceintes, on va dire. Ah ouais. Voilà, quoi. Avec un Dolby Surround 5.1, vous aimez bien ça. Donc le scénario, il est tout simple. Hein. C'est que Raiden vient chercher ses champions sur C'est Terre. champion sur Terre, où il les Pour convoque combattre l'autre monde, d'après ce que pour je comprends. combattre le Netherrealm. Ouais, donc l'empereur, c'est pas l'empereur, hein, l'Outre-monde. c'est le fils de l'empereur en fait. Hein, c'est ça. Pour combattre Shang Tsung, le représentant de l'empereur. Ouais, Voilà. avec tous ces démons qu'ils ont. Moi, je trouve qu'il y a quand même un problème de rapport de force quand même, parce que ce sont des combattants, certes, qui sont très forts en arts martiaux, mais ils ont face à eux des gens qui ont des pouvoirs, des démons, quoi. Ouais, ils ont un cryomancien contre eux. Ouais. Normalement, il n'y a pas de problème. Un cryomancien, il gèle, puis t'es Complètement, mort. quoi. Comme Ouais, ce qui se passe au premier combat, quoi. D'ailleurs, c'est complètement nul cet affrontement entre Cage et c'est Sub-Zero. Alors, c'est entre Kang et Sub-Zero. Entre Liu Scorpion. Kang et Sub-Zero. Ah non, Cage et Scorpion. Ouais, quand ils sont dans une espèce de Dans truc une en forêt, fusion, là, en ouais. fusion, là. C'était complètement nul cette Ouais, puis baston, là. c'est un moment, c'est vrai, ils arrivent sur Mustafar aussi. Ah aussi, c'est ça. Ça faisait un petit peu de Obi-Wan et Anakin, tu sais. Ouais, sauf qu'ils découpent pas Scorpion. Donc le mec finit comme une grosse merde, Scorpion. Même Sub-Zero, quand Liu Kang, il finit comme une grosse Ah merde aussi, aussi, ouais, on va dire que Robin Shou, physiquement, je trouve que c'est lui qui se démerde le mieux. On voit que c'est un athlète et il nous fait quelques belles passades, quelques beaux coups, on va dire, de savate. Donc quand il se bat contre Tagawa, par exemple, à la fin, je vais dire que c'est le combat le plus intéressant du film, parce que tout le reste c'est de la Ouais, merde. c'est pour quoi. vous dire, hein, c'est vraiment de la Ouais. merde. Alors en plus, Ouais. le combat contre. Non, les combats Il est nul. sont pas terribles. Même hein, le c'est- combat entre Sonya Blade et son œil rouge, là, je sais plus son nom. Keno. Keno, c'est réglé en 2 secondes, quoi. Elle lui fait 2-3 prises de judo et c'est bon, quoi. Ouais. Après, voilà, c'est la spécialité de Sonya Blade, c'est son jeu de jambes. Donc, Ouais. elle se met autour de son cou, puis elle le. Ouais, c'est Elle ça. le tue. Mais elle a pas du tout de pouvoir, quoi. Dans Mortal Kombat, normalement, non, elle a pas beaucoup de pouvoir. Après, ils ont mis des coups spéciaux à tout le monde Ouais. à partir du truc. Liu du Kang, dos. après, il y a une espèce de surmoi, moment, là, pour vaincre, justement, je sais plus. Cheng Tsung. Sung, que moi, je pense toujours à Shao Kahn, mais c'est dans le deuxième. C'est dans le 2, Shao Kahn. Eh, spoiler. Donc, voilà, quoi. Moi, je parle beaucoup, mais tu donnes pas ton avis sur le film, donc je te laisse un petit peu. Ah, je l'ai déjà dit, hein, mon avis sur le film. C'est chercher pas à le regarder. Hein. C'est de la merde, pour toi T'as un Lambert qui cabotine à mort, Ouais. qui a été là juste parce qu'il fallait quelqu'un de célèbre. Hein. Ouais. À mon avis, c'était pour ça. Les scènes de combat sont vraiment plus que moyennes. Voilà, si vous êtes fan de la licence Mortal Kombat, regardez-le par curiosité, parce que c'est assez marrant à regarder, parce que ça a tellement mal vieilli. Il y a le côté nanar qui est prédominant dans ce film. Ah, c'est un nanar. Ouais. Ah, c'est clairement... De toute façon, à partir du moment où ils font on va dire des films sur des jeux vidéo, Ouais. c'est forcément des nanars. Hein. Là, tu regardes Mortal Kombat, c'est un nanar. Tu regardes Street Fighter, c'est un nanar. Tu regardes Double Dragon, c'est un nanar. Ah, vous dites, ouais, mais tu fais que des jeux de combat. Tu regardes Mario, c'est un nanar. C'est vrai qu'il y a Super Mario Bros aussi. Voilà, mais, tu sais, dès qu'il y a un film sur un jeu vidéo, c'est un nanar. ouais, en général, Enfin, à ouais. l'époque. Hein. À l'époque, parce que ils avaient sorti une version assez intéressante de tu sais,
le jeu là où il y a d'horreur, là tu sais, qui se balade dans une ville. Ah, je sais plus le nom. En plus, c'est réalisé par Christophe Gans, le français Christophe Gans. C'était pas Resident Evil, c'était. Non, c'était pas La Colline à des yeux. Non, c'était pas celui-là. C'est un jeu vidéo, c'est une licence de jeu vidéo. Oh là là, mais quel Silent Hill. Silent Hill, il était très bon ce film, Silent Hill. Dans l'esprit et tout, il y avait quelque chose de. Et puis c'est un jeu vidéo. Mais c'est vrai que quand tu prends, je vais dire 80% des adaptations de jeux vidéo. Tomb Raider, ça marche aussi. Hein. C'est un nanar, Tomb Raider. C'est pas dans les bonnes adaptations pour moi. Avec Angelina Jolie, je trouve que c'est encore pire, quoi. La seule bonne adaptation de jeu vidéo que je connais, c'est. Bon, on va passer à la suite. La bonne adaptation, il y a que Silent Hill pour moi, mais bon. Je sais pas, je l'ai pas vu celui-là. Non, mais c'est très bon. Mais voilà, quoi. Mais sinon, c'est vrai que dans les nanars, c'est un Super Mario Bros, il est bien classé, quoi. Ah ouais, c'est un méga nanar. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une licence Mario? Déjà, si t'as un scénario de jeu d'arcade ou de plateforme, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Ouais, les seuls qui avaient à peu près réussi, c'est Pixel, parce qu'ils se foutaient de la gueule, justement, de ce genre de scénario. Ils avaient fait aussi Prince of Persia, mais il est pas bon, quoi. Non, il est pas bon. Ouais. Après, ils ont fait Aladdin. Non, je confonds. Non, mais Prince of Persia, il y avait cette notion de machin, d'aventure, de jeu d'aventure derrière, tu vois. Ninja Jones 4 n'est pas le truc de plateforme, mais c'est bien à chier, quoi. Non, il y a pas. Il y a que 3 Indiana Jones et 2 Terminator. Il y a rien d'autre. 6 Star Wars. Et 3 Star Wars. Pourquoi la prélogie, t'as pas aimé? Si, il y avait Jar Jar. Il y a 6 alors, c'est bon, on est 6. Oh là là, qu'est-ce qu'on a... Donc là, sinon, on en était à Mortal Kombat. Ça nous manquait de parler de Star Wars, c'est pour ça qu'il faut le placer, quoi, tu vois. Donc, en ce moment, il y a Star Wars Bad Batch. Donc là, pour en revenir aux licences Mortal Kombat. Mortal Kombat, d'un avis général, c'est divertissant, c'est nanar au possible. Ah ouais, c'est nanardesque. Si vous aimez bien Christophe Lambert, il y a un capital sympathie. Il se prend pas du tout au sérieux, les autres se prennent un peu plus au sérieux, on va dire. Puis dans l'ensemble, moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus de baston, quoi. Rien à ajouter, on peut passer au deuxième. On va passer au deuxième. Ce chef-d'œuvre de... Voilà, donc vous prenez tout ce qu'on a dit, vous faites CTRL-C, CTRL-V, on a le deuxième. C'est tout. Donc là, on a le scénario, mais exactement pareil. C'est-à-dire qu'on remplace 2-3 acteurs. Il n'y a plus Lambert. Il n'y a plus Lambert qui s'est dit il était peut-être temps d'arrêter de tourner dans des merdes. Pas trop, parce qu'il a fait Highlander 4 et 5, donc... Highlander 3 et 4, excusez-moi, c'était tellement mauvais ces films-là que... Après, il a fait de la daube, Lambert, avec Forteresse, par exemple. Enfin, il y a une longue liste, lui aussi. Il a fini au rayon des TV, quasiment, lui. De toute façon, autant t'allais voir Van Damme pour voir un film de baston, autant tu vas voir Lambert pour voir un nanar. Ouais. Mais c'est comme Van Damme. Van Damme et Lambert, ils ont fini au rayon des TV, après. Il y avait plus de sorties au cinéma, quoi. Donc Mortal Kombat 2. Ouais. Destruction finale. Annihilation en VO, très important. Donc, on a James Remar qui remplace Lambert. Il y a Robin Shou qui revient. Ouais. Et puis le méchant est incarné par Brian Thompson, cette gueule un peu spéciale, tu sais, qu'on a vu dans X-Files. Il faisait l'extraterrestre. Ouais, c'est une gueule de méchant des années 90. Ouais, de toute façon, quand on lui demande, c'était pour faire le vilain hyper caricatural. La gueule, de toute façon, il a le physique pour, faut avouer que... Ouais, il a une gueule de méchant. Mais vraiment, il aurait pu jouer Terminator, quoi. Il est un peu petit pour jouer Terminator. Ouais, peut-être, mais voilà, quoi. Donc Brian Thompson qui joue Shao Kahn, c'est ça? Shao Kahn, ouais, c'est ça. Donc lui, il cabotine, mais il cabotine vraiment, c'est mauvais. C'est du cabotinage vraiment médiocre. Je mettrais pas... Tu vois, il y a différents niveaux de cabotinage, tu vois. T'as du bon cabotinage, t'as Robert Patrick et t'as Lambert et t'as éventuellement Raul Julia. Et puis t'as le mauvais cabotinage, t'as Brian Thompson, tu vois. C'est parce que t'es attaché aux autres, c'est pour ça. Le mec est vendu, quoi. Voilà, quoi, Brian Thompson, je l'aime mieux dans X-Files, quoi, tu vois, où il fait l'extraterrestre qui se transforme, quoi, qui change de peau. Et donc là-dedans, il fait des grandes tirades et tout. Il fait un méchant, il y a un truc qui m'a fait marrer, quoi, quand même. Oui, ça ne se reproduira plus, maître. Puis je sais pas, il le jette dans l'abîme. Ouais. Puis j'en suis sûr, tu vois. Et il dit en effet, ça se reproduira plus. Tu vois, elle était bonne. Il le tue et puis il dit ouais, ça se reproduira plus. Elle était bonne celle-là pour une fois. Mais c'est la seule réplique que j'ai retenue du film, quoi. Retruc avec des retournements de situation. Oui, Shao Kahn, c'est mon frère. Parce qu'en fait, Raiden, c'est le fils de l'empereur. Non. Ça fait très Star Wars, tu vois. Ah, t'y es loin. Shao Kahn, c'est l'empereur. Donc c'est le frère de Raiden. Et par contre, c'est tous les deux les fils de Shinnok. Non, l'empereur, c'est le vieux avec sa capuche. Non, lui, c'est un dieu ancien. L'empereur, c'est bien Shao Kahn. Je suis sûr que c'est l'empereur. Ah non, l'empereur, c'est bien Shao Kahn. Parce que Kitana... Je suis pas persuadé. Parce que Shao Kahn, il dit bien à Kitana, ma fille, pourquoi tu me trahis? Bon, en même temps, t'as tué sa mère. C'est vrai, il y a Kitana, elle revient dans le duel. Et Shao Kahn, non, c'est bien l'empereur. En fait, c'est Shinnok qui ouvre le portail interdimensionnel à illimité pour son fils. Bah, tu vois, j'ai tellement suivi le film que j'ai rien compris, mais bon. Bah, en même temps,
Là, je suis en train de te dire, non, Shinnok, c'est un dieu ancien. T'as pas son nom qui est sorti une seule fois dans le film. C'est-à-dire à mon avis, c'est mal expliqué cette affaire d'empereur, parce que moi, j'ai cru que le mec avec sa toche, c'était l'empereur. Attends, dès que tu vois quelqu'un avec une capuche, c'est l'empereur. C'est une déformation professionnelle. C'est Palpatine. C'est le Palpatine de M-Code, tu veux, de Mortal Kombat, tu vois. Donc, il balance des éclairs, en plus, il me semble, à un moment. Ouais, donc, il y a cette rivalité. Donc, Shao Kahn, on est bien d'accord que c'est le frère de Raiden. Shao Kahn, c'est le frère de Raiden, par contre. Donc, ils sont frères, tout ça. Et puis, à un moment, il y a Raiden qui je sais pas, il y a avec le conseil des anciens. Et puis, tout à coup, ils lui disent, est-ce que t'es prêt à perdre ton immortalité? Et puis, du coup, il redevient humain, mais il garde ses pouvoirs quand même, le mec. Hein. Il garde une partie de ses pouvoirs. Ouais, donc il meurt quand même à la fin. Ouais, mais il ressuscite. Ouais, il ressuscite, mais on s'en doute. Hein, c'est pas un film qui fait suspense, qui fait du. Non, puis c'est une happy end à la fin. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. On est tous comme des frères et tout. Quoi. En fait, Mortal Kombat 2, c'est surtout un prétexte pour te mettre des nouveaux personnages. Ouais, c'est ça. On te met donc le vrai reptile. Oui. On te met le Jad. On te met Sindel. Ouais. Et Shinnok, mais il se bat pas. Puis t'as Johnny Cage qui dégage comme une grosse merde au début. Et lui, il a dit écoute, je veux bien faire une suite, mais je veux pas me battre. Et t'inquiète, tu vas creuser. C'est même pas le même acteur en plus. Et après, il y a Jax. Ouais, il y a Jax qui arrive. Après, il y a Cyrax, Sector, Smoke. C'est bras en acier, là, voilà. Pour écraser les têtes. Et encore, il arrive même pas à battre le centaure. Il faut qu'il enlève ses bras pour se battre. Oui, mais ça me sert à rien, ses bras ils sont trop lourds. Pour battre Kintaro, Kotaro, il est obligé d'enlever ses bras. En plus, t'as droit des effets numériques, mais dégueulasses quand t'as Shao Kahn qui se transforme en démon, là, au moment. Ouais, qui se transforme en tentacule japonaise. Ouais. C'était quoi ce truc? Une hydre, je vais dire une hydre. Oui, c'était une espèce d'hydre, ouais. Ça ressemblait pas à grand chose, donc ça devrait bien. C'était évadé d'un jeu vidéo, tu sais, de console PlayStation, tu vois, un truc comme ça. Ils ont voulu te montrer que maintenant, ils ont pas que des fatalities, ils ont aussi des bestialities, c'est tout. Hein. Parce que dans le jeu vidéo, il y a les bestialities, les brutalities, les fatalities. Moi, j'ai rien compris parce que je connais pas le concept de fatality ni de non, mais ça fait vraiment un film qui te fait un grand coucou de la main et qui dit salut les fans, on venait celui-là. Donc c'est du fan service à mort, quoi. Ah ouais. Super. Pire que Star Wars. Quand c'est bien fait, ça passe. Ouais. Mais là, je veux dire, toi qui connais pas les personnages, t'es largué, tu comprends plus. Mais totalement. Moi, je l'ai regardé en tant que film, en tant que nanar. Je l'ai jugé en tant que tel. Je l'ai pas jugé par rapport à la licence, tu vois. Exactement. Ouais, c'est ça. Même par rapport à la licence, ça reste un nanar. Hein. C'est comme Double Dragon. J'ai un peu jugé par rapport à la licence. J'ai dit, ouais, ça c'est un peu de la merde. Heureusement qu'il y a Robert Patrick. Et dans Tristan, heureusement qu'il y a Ming-Na Wen. Et puis voilà quoi. Mais c'est tout quoi. Je veux dire, Mortal Kombat pour moi c'est l'un des plus mauvais films. Dans les 5 qu'on a fait, ça figure bien en bonne place avec la légende de Chun-Li quoi par exemple. Pour moi, il est carrément plus mauvais de chez mauvais que la légende de Chun-Li. Chun-Li, il y a Tari dans la fin. Christine Krug. Chun-Li, pour moi, c'est pas un film, c'est un téléfilm, donc ça reste pas ça. Ouais, c'est vraiment mauvais, quoi. C'est le téléfilm du dimanche quand t'as pas envie de regarder Drucker, quoi. Donc tu t'endors paisiblement après un bon repas. Voilà, c'est bien. Ouais, pour te reposer. Comme un épisode de Derrick, toi, tu vois. Non, Derrick, il y a plus d'action. Il y a plus de baston. Il y a plus de baston. Quand il est dans son bureau, qui ouvre le tiroir, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est plus passionnant. Ouais. Donc Mortal Kombat, on déconseille fortement parce que c'est vraiment mauvais, quoi. Même le côté nanar, il est vraiment excessif. C'est même pas nanar, c'est mauvais, quoi. Série B, c'est une série B. Ah ouais, on est dans le Z, quoi. Pour moi, même Mosquito, c'était plus intéressant. On est dans le Z, quoi. Justement, en parlant de nanar, qui est quand même plus meilleur que tous ces films qu'on a saisis et qu'on a chroniqué dans un précédent podcast. Versus on avait Dragon Ball Evolution versus Fist of the North Star, la légende de Ken le survivant, tu vois, par exemple. On conseille plus de regarder le Hokuto no Ken que plutôt que les 4 films qu'on a chroniqué des jeux, quoi. Oh, c'est clair. Ouais. Pour moi, vous verrez une bouteille de Perrier. Par contre, tu me dis DBE, par exemple, tu dis, ah non, c'est aussi mauvais, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Dragon Ball Evolution, je connais pas. Avec Choyun Fat, quoi, tu vois, quand même, grand acteur, quoi, mais là-dedans, pas mauvais, quoi. On va balayer d'un revers de la main tout seul, puis on va faire un bond dans le temps. 2021, HBO Max, c'était il y a quelques semaines. Hein, voilà, c'est sorti il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs l'alibi qui nous a fait regarder tous ces nanars. Là, on part ils ressortent d'un coup, comme tout le monde n'attendait pas. Enfin, je veux dire, ils ressortent la licence que personne n'attendait, c'est-à-dire Mortal Kombat. Mais complètement, parce qu'il n'y a aucune promo autour de ce film. Bah non. C'est que les trailers sont vraiment arrivés un mois avant la sortie sur HBO.
Ouais, puis moi, quand j'ai vu les trailers, j'ai dit, oh, ça sort quand? Je clique, dans un mois. Je regarde Allociné, parce que quand tu regardes des fois, t'as les plannings qui est sorti, je regarde Mortal Kombat. Il n'y avait même pas encore le réalisateur ni les acteurs dedans. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce film? Il n'y avait pas de date. J'ai marqué Mortal Kombat 2021. Puis tout d'un coup, il y a un truc qui tombe, Mortal Kombat, trailer censuré, tu sais, censuré. Donc tu vois vaguement quelques scènes gore. Ça n'a pas l'air bon quand même. Il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Ouais, ça se confirme dans le film. Ouais. Donc ce film réalisé par Simon McCoy, que je connais pas d'ailleurs, produit par James Wan. James Wan est un peu plus connu parce que il a produit notamment tous les Fast and Furious et aussi la licence Conjuring. Je sais pas si tu as entendu parler du Conjuring. Ouais, le film d'horreur Conjuring. Les dossiers Warren, par exemple. Voilà quoi, un petit peu de urbex dans le lot. un petit peu d'horreur. De spiritisme et de d'horreur. Un petit peu d'horreur. Un petit peu la Paranormal Activity, là, tu me disais tout à l'heure. Là, oh purée, Donc produit par James Wan, ce qui ne veut pas dire obligatoirement que ce soit un bon produit non plus. Donc ce film, il y a des acteurs qui sont pas connus du tout. Hein. Par exemple, je commençais par parler de Hiroyuki Sanada. Tu connais pas le nom d'ailleurs, bien sûr. Mais je vais te citer par exemple, il joue dans le dernier Samouraï, Tom Cruise par exemple. Il joue dans Ring, c'était lui qui dans la version japonaise. Il jouait dans Wolverine. À un moment, il y a eu Jackman qui se bat contre le père de Yoko, je sais plus. C'était le père de Yoko, je crois. Contre le Silver Samurai. Non, c'est le père là qui est contre le Wolverine. À un moment, il se bat avec ses griffes. Lui, il y a un sabre. Pas si tu te souviens de cette scène. Non. Enfin bref. Non, parce qu'il se bat contre le. Mais Hiroyuki Sanada, il s'est surtout fait connaître parce qu'il joue l'un des personnages de Sankukai. C'était lui l'un des deux pilotes. Tu sais, avec le singe qui perd son masque. Oh ouais, je connais bien Sankukai. Je sais plus comment il s'appelait ce personnage dans C'était pas Hiro, quelque chose comme ça? Ah, je serais pas de dire. Ouais, je sais plus. Enfin bref, c'est un acteur qui est quand même très connu au Japon, qui a fait une belle carrière aux États-Unis parce que il y a une filmographie qui est assez importante. Et l'autre acteur, donc lui, Hiroyuki Sanada, il faut quand même de vous dire qui joue. Hein, en fait, c'est lui qui joue Scorpion, le futur Scorpion. Et d'un autre côté, on a Sub-Zero qui est joué par Jota Slim. Alors Jota Slim, moi je le connais surtout parce que il était assez impressionnant de technique de combat dans The Raid, par exemple. Le premier film avec ce qui s'y passe, c'est qu'il y a des flics qui doivent prendre d'assaut un bâtiment dans une banlieue et à chaque étage il y a un boss, si tu veux. Ça fait un peu jeu de plateforme d'arts martiaux, mais c'est super bien fait quoi. Au niveau de chorégraphie, tout ça, c'est super impressionnant. J'avais trouvé que c'était vraiment bien fait. Et il a joué aussi dans la série Warrior que j'ai chroniqué il y a pas très longtemps, tu sais. D'accord. Donc lui, il faisait un petit peu l'adversaire de Andrew Koji, qui est le héros de Warrior. Et c'est un acteur que je trouve qui a beaucoup de charisme et qui physiquement se défend très bien, quoi. On voit que c'est quelqu'un qui est pratiquant et qui est limite qui a un niveau au-dessus de peut-être des autres, hein, pour moi, mais bon. Parce que les autres acteurs, c'est un petit peu, je ne sais pas si ils lèvent la jambe, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont beaucoup plus expérimentés que dans les anciens films, quoi. Ah non, non, je peux pas dire ça. Non, les bastons sont mieux réalisés que dans les anciens films. Les bastons, les chorégraphies. Les chorégraphies sont beaucoup mieux réalisées. Ouais, mais t'as l'impression qu'ils... Enfin, je dis beaucoup mieux réalisées par rapport aux anciens films. Hein. Je veux bien préciser. Tu mets un niveau au-dessus, mais tu ne mets pas forcément un niveau de Jackie Chan ou de Bruce Lee. C'est pas un niveau d'un Bruce Lee, c'est pas un niveau de Jackie Chan, mais c'est... Voilà. Enfin, ça reste un niveau moyen, hein. Mais c'est au-dessus des autres films. Ouais, mais les bastons, franchement, tu peux pas mettre ça à côté d'un Van Damme, quoi. Ah non, tu peux pas. Enfin, si, c'est au-dessus de Street Fighter. Ah oui, mais pas. Je te parle de Bloodsport, moi, je te parle pas. C'est en dessous. Street Fighter, c'est oublié, là. Mais là, c'est encore la direction qui a été prise artistique du film qui te permet d'avoir quelques scènes de baston où tu peux te dire, ouais, c'est pas mal. Mais tu te diras pas, waouh, quelle belle scène de baston. Les scènes de baston, tu fais chier. Hein. En plus, ils mettent 2-3 scènes gore. Il y en a une qui se fait couper en deux. Ouais, une Onaga qui se fait couper en deux. Il y a aussi le gars qui se fait exploser la tête. Je sais plus lequel, mais il y en a un qui se fait exploser. Si, il y a Jax qui... Ouais, Jax qui éclate. Mais là, c'est à Baraka, je crois, je suis pas sûr. Après, t'as Goro qui se fait éventrer carrément. Ouais, Goro qui se fait éventrer. Ouais. T'as Jax qui se fait couper les deux bras. Aussi, ouais. Par Sub-Zero. Ouais, c'est ça. Puis, il y en a une quatrième, je crois, de scène gore. Bah, t'as Kitana qui se fait transpercer le bide. Il y a Sonya Blade. Bah, déjà, tu mettais en doute l'histoire que tout d'un coup, elle fait partie du tournoi, quoi. Parce qu'elle a battu Keno. Ouais, c'est ça. Donc, Sonya Blade, elle balance une espèce de cercle de feu, puis de lumière. Cercle de lumière. Elle perce on voit les boyaux à Kitana, avec la colonne vertébrale qui dépasse. C'est Kitana, ça Maïlina, pardon, autant pour moi. Parce que Kitana, je crois que c'était le bon camp. Maïlina. Ouais. Donc c'est tous des démons qui ont des super pouvoirs. Puis là, t'as l'empereur avec... Mais il n'y a aucun lien de parenté dans ce film-là, entre Raiden et l'empereur, en fait. Non, mais tu cherches pas une cohérence avec les anciens films. Bah non, je cherche pas. Là, pour l'instant, c'est Shang Tsung qui fait... Tu parles de l'empereur, mais c'est Shang Tsung qui fait le rabattement en trichant Mortal Kombat pour pas qu'ils aient lieu. C'est-à-dire qu'il tue tous les adversaires avant. Ouais, c'est
c'est ça. Il anticipe. Donc là, on a Raiden qui, avec ses yeux qui brillent, hein, il balance des éclairs, quoi. Un peu comme le méchant dans Ghostbusters 2, quand il balade dans les couloirs. Là, tu parles du gars qui sort du tableau, là? Non, pas lui, le sbire du gars qui sort du tableau, c'est le directeur du musée. Ah oui, le gars, ouais. Voilà. Ah oui, il est un peu bizarre aussi, lui. Faudra qu'on fasse un Ghostbusters à l'occasion, ce serait plutôt sympathique. Putain, je me fais chier à ce film-là. Ce film-là, il est plus récent, donc il est mieux chorégraphié. J'ai bien aimé. Je dis pas qu'il est bien chorégraphié, je dis qu'il est mieux chorégraphié. Ouais. Moi, j'ai trouvé que la scène d'intro était vraiment bien. La première scène, je suis montrée, désolé, D'ailleurs, la scène d'intro, on peut vous la raconter parce qu'elle est disponible gratuitement sur YouTube. C'est ça. Légalement, gratuitement les 7 et premières légalement. minutes sont quand même assez violentes parce que t'as quand même le meurtre d'une femme et de son enfant parce qu'ils sont congelés. Ouais, puis après, le problème, c'est tout ce sang numérique qui est dégueulasse, quoi. Le meurtre de la femme et de l'enfant sont pas trop gore. Par contre, le meurtre des autres, la vengeance est bien gore. Quand il balance sa chaîne avec le pic au début, on voit, il y a du sang, mais c'est du sang numérique et ça se voit beaucoup quand même. Bah oui, ils vont pas tuer des gens. Bah non, mais avant, il faisait de l'hémoglobine, mais avec de la peinture, quoi, tu vois, des trucs. Que là, on voit que ça fait très numérique, ça fait splash, quoi, tu vois, le truc. Même quand il y a des morts, hein, quand la tête explose et tout, ils auraient pu faire une prothèse, mais bon, tout coûte moins cher en numérique maintenant. Ce que j'allais dire. Il y a un problème de budget. La moitié du prix de Dragon Ball Evolution, celui-là. Mais regarde tous les films d'horreur un peu gore qu'ils avaient il y avait plus de réalisme que dans un Mortal Kombat, par exemple. Non, t'aurais fait des scènes il y a dans le temps dans ce film-là, ça aurait hyper mal passé. Je pense pas. Parce que ça a pas bien vieilli les effets spéciaux dans le temps. Je suis pas d'accord. Hein, parce que tu vois pas beaucoup de films d'horreur. Hein. Le dernier film d'horreur que j'ai vu, c'est l'élection de Macron. Des trucs vraiment crades dans le temps, franchement. Si tu regardes Irréversible, voilà, par exemple, c'est pas un film d'horreur. La scène où il éclate la tête du mec, elle est mieux réalisée que là, par exemple. Ah oui, ça c'est brutal. Non, je te parle de films quand même plus violents où il y a des têtes qui explosent, tout ça, tu vois. Ouais, tous les films d'horreur que j'ai vus où des têtes explosent et tout, ça faisait carrément fake. Mais c'était peut-être des films qu'ils étaient déjà passés au format numérique, justement, tu vois. Ouais, je sais pas, quand je pense. J'ai du mal à avoir des exemples en tête, mais. Moi aussi, j'ai un peu du mal. Par exemple, dans Scanners, t'as un mec qui explose. Bon, on a l'impression que c'est vraiment de la chair qui s'éparpille, quoi. C'est vraiment crade, quoi. Par exemple, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi. Moi, je trouve que ça se fait numérique, c'est un peu facile et ça se voit à l'écran parce que. C'est moins cher, hein. Oui, c'est le coût, mais en même temps, je sais pas combien il a coûté ce film-là. Parce que... La moitié du prix de Dragon Ball Evolution, donc 25 millions. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que le budget était moins. Tu vois, tu cites le Dragon Ball Evolution, c'est vraiment de la merde, quoi, au niveau effets spéciaux, quoi. Oh putain, ouais. Le Ken est pas cher, il est plus divertissant. Ah, mais je veux dire, à 3 millions, ça, tu t'attends pas à un truc grandiose. C'est vraiment mauvais, quoi. Non, mais il y a l'aspect numérique. Ouais, il te fout du gore parce qu'en niveau chorégraphie, je trouve pas terrible. Puis ça dure presque 2 heures en plus, ce film-là. Il y a beaucoup de. Il est long à se mettre en place. Ça baratine un max. Il est long à se mettre en place. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as une bonne scène de baston, après du creux, et à la fin des scènes de baston moyennes. T'as une bonne scène de baston au début, donc en gros, ils t'ont craché toute la purée au début. C'est ça. Après, du blablabla, il faut qu'on ait des super pouvoirs à la Power Rangers. Et à la fin, des scènes beauf. Mais il n'y a pas de. Niveau montage, tout ça, c'est beaucoup trop rapide. Il n'y a pas de. Je sais pas, il y a de la chorégraphie, mais je sais pas. Non, il y a de la chorégraphie, mais les bastons dernières bastons, ils font même pas 2 minutes. Hein. Je parle de celle de l'arène. Par exemple, où le mec se fait aspirer l'âme après, justement, que l'autre qui se fait couper en deux. C'est trop rapide, t'as pas le temps de regarder ce qui se passe. Bon, tu vas me dire, c'est la manière de faire de maintenant. C'est que maintenant, on prend plus le temps de l'action. Il faut enchaîner les plans un petit peu de manière clipesque, on va dire. Ouais, puis quand t'as fait un film qui rame pendant 1h30, la dernière demi-heure, t'es obligé de bâcler. Ouais, mais bon... moi, je suis un petit peu contre ces méthodes-là, parce que je suis un petit peu de la vieille école où il fallait des chorégraphies, il fallait s'aligner, il fallait faire des plans séquences à la rigueur. Et moi, ça passe pas. Moi, je trouve qu'il est aussi mauvais que les autres, celui-là. Mais bon, voilà, quoi. Ouais, il est un peu au-dessus des autres, mais c'est pas un grand film. Hein. Ah non, vous perdez rien à pas le voir. Hein. Non, je le conseille pas, tu vois. Moi, je le conseille pas. À part pour les passages où il gueule Get over here, sinon, je le conseille pas non plus. Non, c'est pas bon. Sur HBO Max, en plus, il y a quand même plus intéressant à voir. À ce moment, il y a Godzilla vs Kong, par exemple, ou Justice League, tu vois, la version de Snyder's Cut. Ouais, donc vous pourrez voir nos chroniques sur la chaîne, par exemple. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, je fais une dernière petite aparté sur le dessin animé Mortal Kombat, la légende de Scorpion. Il faut en parler dessus, là, ouais. Je m'attendais à un truc bien nanar. Ouais, ça reste nanar quand même, mais c'est gore. C'est un dessin animé qui est un peu dans le même style graphique que, j'aurais bien dit Justice League, plus Batman ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai vu le trailer et j'ai vu qu'il y avait une espèce de, tu sais, dans les
sur YouTube, ils font une espèce de compilation des scènes gore. Ouais. Donc j'ai vu tout ça. J'ai dit, ah ouais, ça saigne, hein, ça gicle. Hein. C'est vrai que j'ai vu ces espèces de personnages très anguleux, tu sais. Ouais, très anguleux, ouais. et puis très marqué, c'est-à-dire le contraste noir des doigts, c'est carrément des bandes noires sur les doigts. Avec un fort marquage de couleur chaude là, dans ce truc-là. Aussi, puis du contraste, hein, c'est-à-dire très anguleux, faut pas chercher plus loin. Donc là, c'est Scorpion qui se fait péter la gueule par Sub-Zero, en théorie. Et puis après, il va en enfer pour se venger. Spawn. Et puis après, il se fait remettre dans le circuit du combat par Quan Chi. Et puis puis il veut se venger. Et puis à la fin, comme par hasard, t'apprends que c'est Quan Chi qui a foutu la merde dès le début. Et puis voilà. Donc là, c'est vraiment la revanche de Scorpion. En fait, ça se rapproche un petit peu de la version 2021 pour l'histoire de la vengeance de Scorpion. Là, mais là c'est vraiment ciblé sur Scorpion. De toute façon, là, on voit la jaquette, on voit Scorpion sur la jaquette. Ouais, c'est vraiment dédié Scorpion. Tu suis des histoires en parallèle, mais c'est comme si tu jouais au jeu Mortal Kombat en mode Scorpion. Okay. C'est-à-dire que t'as les histoires en parallèle des autres, mais c'est vraiment l'histoire de Scorpion, la rédemption de Scorpion. Par contre, c'est ultra gore. Ils se sont dit c'est Mortal Kombat, faut qu'on casse des bouches, ils cassent des bouches, quoi. Voilà. Ouais, j'ai vu qu'il y avait quelques os et quelques crânes qui explosaient. Ouais, voilà, des yeux qui sortent de leur orbite. Aussi, ah ouais. Ouais, des crânes qui explosent, des mecs coupés en deux. Ça fait un peu Ken, quoi. Jax qui se fait arracher les bras. Est-ce que c'est un petit peu dans la violence de Hokuto no Ken, par exemple? Non, Hokuto no Ken, c'était plus noble dans la violence. Ouais. Là, c'est vraiment de la violence pour te montrer qu'on sait faire de la violence gratuite. C'est gratos, quoi. Graphique. Pour te montrer qu'on sait faire de la violence graphique. C'est peut-être aussi un petit peu gratos aussi. Non, parce que Mortal Kombat, comme je te disais, le jeu était sorti et ça surfait sur le côté violent. D'ailleurs, il s'était fait interdire aux États-Unis dans certaines arcades et ils avaient dû enlever le sang. C'est-à-dire que t'avais un mode sans on et un mode sans off. Donc moi, je mettais le mode sans on, parce que je voyais pas l'intérêt sinon quand je jouais à Mortal Kombat 3. Je crois que c'est. Mais ça a toujours surfé sur le. Ouais, nous on est mature, on est violent. Et Capcom c'était plus, on est des ados, on se fend la pêche. Et Acclaim c'était plus, on est mature, on est violent. Ouais, d'ailleurs j'ai vu les derniers trailers de Mortal Kombat. Là, tu sais, maintenant on inclut des. Enfin, tu peux rajouter des personnages. Des DLC. Tout à fait. Je suis vraiment un ringard, moi je sais pas ce que c'est. Je savais pas que t'étais parti sur les jeux vidéo, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Tu peux rajouter par exemple le personnage de Rambo, puis t'avais un trailer avec Rambo qui découpe les mecs, qui les explose et tout. Voilà, t'as Robocop qui a été rajouté, t'as le Joker qui a été rajouté, et moi j'ai le jeu sur PlayStation 3 Mortal Kombat vs Justice League. D'accord. Hyper violent ça là. Non, ça va. Enfin, non, ça va. Les mecs sortent des boyaux, il y a du sang qui sort. Et là je suis en train de dire non, ça va, ça passe. Donc c'est certainement la licence la plus violente de toutes, quoi. Mortal Kombat, voilà, c'est quand je me répète, mais c'était vraiment pour montrer, nous on est adultes, on est violents. On coupe les mecs en deux, quoi. On coupe les mecs en deux. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot sur la série Mortal Kombat, justement? Y a rien à dire sur la série Mortal Kombat. T'as l'impression de regarder Hercule. Dans les années 90, alors. Voilà, version Mortal Kombat. Ce qui m'avait choqué dans cette série, c'est que le dernier épisode, tu t'attends à un gros climax, tu sais, tout le monde va s'affronter. Non, c'est juste Shang Tsung ou Shao Kahn qui disent voilà, ils sont tous morts. C'est tout. Ça finit comme ça. Ça finit comme ils ça. ont tous crevé comme des merdes. Ils ont tous crevé et t'as pas eu de climax de combat. C'est pas intéressant, de toute façon. Non, c'est pas intéressant. Il y a du manque de moyens là-dedans, je suppose. T'as l'impression qu'ils ont tourné des épisodes, puis qu'au dernier, ils se sont dit bon, les mecs, on a plus de thunes, on fait une fin comme ça, et puis démerdez-vous. Voilà. Par contre, moi, j'avais souvenir d'avoir eu quelques épisodes d'une web série sur Mortal Kombat, justement. Où, en fait, c'était 5 épisodes. Je sais plus combien il y avait d'épisodes. 8 épisodes, je sais plus. Alors, en fait, c'était tous des petits courts-métrages qui étaient faits pour Internet, qui focalisaient sur un personnage juste avant le tournoi, en fait. Donc, t'avais Jax, t'avais Johnny Cage, t'avais Sonya Blade, et t'avais d'autres personnages, tu sais, qui se présentaient. Et, moi, j'avais regardé parce que il y a cet acteur que j'aime bien aussi, qui est un bastonneur aussi, c'est Michael J. White. Donc, t'avais cité Spawn tout à l'heure, c'était lui qui jouait Al Simons dans Spawn. Et Michael J. White, il fait souvent des films de baston, tu sais, avec des artistes martiaux, style un petit peu comme Scott Atkins, enfin, tous les bastonneurs du moment, quoi, tu vois. Et ceux qui sont un peu dans le DTV, quoi, quelque part. Il y avait quelques épisodes qui étaient intéressants. Ils voulaient se faire ça dans une veine un peu réaliste, quoi. Ouais, je conseille cette web série, elle était pas trop mal pour les moyens qu'ils avaient. C'est sympa pour ceux qui aiment bien l'univers, quoi. Maintenant, c'est pas, ça reste à un niveau fan film, hein. Faut pas non plus demander du niveau cinématographique, hein. Ah bah c'est sûr. Ouais. Donc voilà, quoi. Mais pour ce que c'était pas trop mal fait. Il y avait des épisodes qui avaient une espèce de, il y avait quand même un travail sur la photographie, un petit peu sur l'ambiance, tout ça. Ça travaillait un petit peu sur les chorégraphies parce que Jay White vraiment se défend pas mal physiquement.
Voilà quoi, on va dire étoffer notre connaissance sur le... On peut pas tout faire non plus parce qu'il y a aussi des séries animées Street Fighter, des séries animées Mortal Kombat, il y en a eu... Ça vaut pas le coup parce que c'est des trucs qui ont été faits un peu dans la lignée de Masque ou des maîtres de l'univers, c'est-à-dire c'était pour te vendre plus de figurines que vraiment de faire de trucs. Il y a vraiment l'argument mercantile. Et puis en plus l'animation des personnages dans ces séries animées varie autant que le cours de la bourse quoi. C'est-à-dire t'as un épisode, t'as l'impression qu'ils ont fait copier-coller sur 2 frames, et puis t'as des moments c'est des bastons soignés. Ouais, c'est ça. Alors du coup on peut vraiment pas en parler parce que c'est vraiment trop éclectique, et puis en plus je les ai pas tous vus. Donc, non mais de toute façon on va pas perdre notre temps non plus à regarder ça. Hein. Ah bah non, il y a d'autres choses plus intéressantes, hein. Par exemple, je sais pas moi... The Bad Batch. Falcon and Winter Soldier ou Vendavision ou... Ah ouais, enfin on pourra en discuter. Ou Superman and Lois. Mais sinon, si vous avez envie de vous replonger dans les années 80-90 et de vous replonger dans l'univers nanardesque de beaucoup de productions de l'époque, là, vous pouvez vous remettre à vous mater ça, mais vous allez souffrir. Complètement. Et c'est sur ces bons mots qu'on va terminer ce fameux podcast. Finish him.